Bonsoir à tout le monde. Pensez à éteindre vos portables et respectez le temps de parole de chacun. Alors donc, vous avez reçu la convocation pour le conseil. Il est relativement important sur des décisions concernant le PLU notamment et sur l'impact de la métropole sur les actions engagées. Donc je vais faire passer la feuille de présence. Le secrétaire va être Yves Olivier. Merci Yves. Donc il y a des procurations. Donc Amandine Lecap à moi-même, Michel Paris à Christophe Azema. Excusez-moi Jean-François, c'est toi qui as la procuration d'Amandine? Oui. Parce qu'elle m'en a donné une. Eh bien, elle a doublé, alors tu vas prendre. Pourquoi tu m'en as donné pas? C'est non. Parce que par mail, elle m'avait dit que je prenais, mais c'est bon, si je l'ai envoyé, c'est parfait. C'est parfait si tu l'as. C'est parfait. Donc je retire ce que j'ai dit pour nous concernant, puisque Christophe l'a reçu en direct. Ensuite, donc, Gérard Puilly à Joël Oropino, Jacques Ipin à M. Menguet, Dominique Saldo à Marie-Jo Lanas, Vanessa à Jean-François Verrier, Ingrid O'Connell à Alain. Vraiment. Je l'ai dit, celle de Jackie. Ensuite, là, j'ai eu un message de Solange qui me dit qu'elle ne peut pas venir. Je lui ai demandé si elle donnait procuration à quelqu'un. Je n'ai pas de réponse au moment où démarre le conseil. Alors, on s'oubliait pour les journalistes. Hein. Ah oui, Faites pas la tête. Hein. Ah, voilà. Pour l'instant, ils vont d'abord. Ah, ok. Alors. Bien entendu, par rapport au dernier conseil, c'est passé un élément que nous craignions tous, c'est-à-dire le départ de Guiral. Donc sa famille m'a adressé ses remerciements pour les vœux et les transmet à l'ensemble des élus. Alors, ce que je vous demande, c'est une minute de silence en pensant à Guiral. Je vous remercie. Alors, en introduction, puisqu'on parle de Guiral, avec tout ce qu'il a fait sur le patrimoine de Rognes, j'ai reçu la confirmation le 28 novembre donc, de la nouvelle présidente qui a été nommée. Donc, c'est Mme André Lambert qui devient la présidente des Amis du patrimoine de Rognes. Voilà, c'est une information. Donc, nous allons rentrer maintenant dans le débat de l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, il y a 8 points, 8 rubriques, plus 3 questions orales. Donc, je profite de redire en début de conseil que les questions orales ne font pas l'objet de débat. Alors, le premier point, traditionnel. Donc, c'est déjà le remplacement de Guiral. Donc, M. le maire informe l'Assemblée qu'à la suite du décès de M. Guiral Almès, conseiller municipal élu sur la liste Rognes Avenir, il convient de pouvoir à son remplacement au sein du conseil municipal. Par application de l'article L270 du Code électoral, ce remplacement tient compte de l'ordre de la liste Rognes Avenir. Ainsi, Mme Amandine Lecap, qui figure en 24
4e position remplace M. Guiral Almès. Donc le Conseil peut démarrer sur les points. Le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2017. Il vous est demandé de vous prononcer sur le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2017, document joint à la convocation de la présente réunion. Y a-t-il des observations et questions? Jean-Paul. Merci. D'une part, je m'interroge quand même sur l'absence de Mme Lega le jour de son installation. Bon, ça fait partie de mon questionnement. Concernant le procès-verbal... à ça, si tu veux déjà. Pardon? Je vais répondre à ça déjà, si tu veux. Ça ne fait pas partie de l'ordre du jour de la dernière fois. Amandine Lega est partie là où vous savez, pour raisons professionnelles. Et là, on sait, c'est sa vie personnelle. Elle n'habite pas sur Rome, d'accord? on ne sait pas. Elle n'habite pas à l'instant sur Rome. Par contre, on a eu une information que très certainement, elle a envisagé un retour en 2018 sur la commune. C'est une jeune femme, pour ceux qui ne la connaissaient pas, qui s'est investie très fort dans notre préparation de campagne. Et si elle rentre en 2018, ce sera très bien pour elle, parce qu'elle va pouvoir pendant 2 ans et demi, voire 3 ans et demi, participer au conseil municipal. Et c'est bien qu'il y ait des jeunes qui veulent se manifester dans ce sens. Voilà. Alors, je te repasse la parole. Non, mais je réponds. Non, mais je réponds. Il n'y a pas de souci. Jean-Paul, je t'écoute. Oui, alors concernant le procès-verbal de la séance de septembre, il y a une petite erreur, semble-t-il, concernant mon absence, puisque j'avais donné procuration à Eva, et que ça n'est pas mentionné. Alors, Marie-Hélène t'a répondu qu'effectivement c'était une coquille, ce sera rectifié en ce sens. Tu veux rajouter quelque chose, Marie-Hélène, ou je te répète? Elle vous a expliqué. Justement, les votes avaient déjà été pris en compte. Oui, voilà. Je vous avais également dit que je l'aborderai, puisqu'il me semble que... C'est normal. C'est normal, sans aborder ce point. C'est normal. Y a-t-il d'autres observations? Donc, je vous demande de passer au vote. Il vous est demandé de vous prononcer sur le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2017, document joint à la convocation de la présente réunion. Qui est pour? Qui s'abstient? Monsieur Menguier et Monsieur Pain? Non, Monsieur Pain est contre. D'accord. Abstention, Monsieur Menguier. Qui est contre? Monsieur Pain. Monsieur Pain. Et j'ai oublié de préciser que Madame Moine était absente. C'est bon, on a vu tout le monde, les 27, Ensuite, donc, par rapport donc, toujours au décès de Guiral, il faut que nous désignions un représentant au sein des comités consultatifs culture, tourisme, vie associative et le comité consultatif environnement et développement durable pour lesquels Guiral siégeait au sein de ces 2 comités. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose Amandine Lega pour remplacer Guiral, ce que nous avions fait avant pour Michel Paris la dernière fois. Donc si tout le monde est d'accord, Une petite remarque. Remarque. Oui, juste concernant le comité consultatif culture, tourisme, vie associative, à ma connaissance, depuis le début de la mandature, il ne s'est pas réuni. Ce n'est pas un poste très fatigant. Alors, je peux personnellement dire que j'ai demandé aux 2 Christophe d'en organiser un, parce que quand on en a parlé lundi en réunion de groupe, je leur ai dit qu'il n'y en avait pas eu d'organisé. Donc je demande aux 2 Christophe d'organiser le premier comité consultatif avec les membres qui avaient été désignés, et dans les membres, il y avait des administrés de la commune. Donc c'est tout à fait, ta remarque, elle est tout à fait cohérente. Merci. Donc vous êtes d'accord pour que ce soit Amandine qui prenne la place de Guiral, pas d'opposition, d'abstention? Je vous remercie. Donc la même chose vous est demandé concernant le comité du syndicat intercommunal de l'aménagement de la Toulouse, en sachant que c'est une nomination jusqu'à la fin de l'année, parce que ce syndicat va disparaître, on en a déjà souvent parlé. Donc je pense qu'il n'y a pas d'opposition et d'abstention. Ok.
Ensuite, il y a la désignation d'un représentant suppléant pour la commune au sein du syndicat intercommunal du monument aux héros et martyrs du maquis de Sainte-Anne. Donc, le 22 avril 2014, le conseil municipal avait procédé à cette élection et désigné un délégué titulaire, qui est Christophe Josse. Le maire était membre de droit et nous avions 2 délégués suppléants, Guy Ral et Jean-Paul Lebel. Donc, je vous propose de remplacer Guy Ral par Jean-François Verrier. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, ça tombe bien, je vais lui passer la parole pour le rapport 1.5 concernant le SPAN. Et vous verrez que le SPAN est actif sur la commune et également sur les autres communes. Vas-y Jean-François. Donc, traditionnellement, comme chaque année, on vous présente un rapport du SPAN. C'est donc le service public d'assainissement non collectif. Donc, pour toutes les maisons qui sont à l'extérieur du village, essentiellement. La grande nouveauté qui ne change pas grand-chose, c'est le fait que le SPAN a été absorbé par la métropole depuis le 1er janvier 2016. Vous avez donc peut-être pris connaissance de ce rapport qui est assez intéressant au niveau des ventes notamment. On peut voir pas mal de ventes qui ont été effectuées sur le village. Et vous avez donc un certain nombre de statistiques sur lesquelles je ne vais pas entrer dans les détails, sauf si vous avez des questions. Donc il n'y a pas de vote, c'est simplement une présentation et vous demandez de prendre acte du dit document. En sachant que dans les annexes que vous auriez pu consulter, il y a le rapport complet. Pourquoi ce conditionnel? Parce que tu es venu toi visiter, voilà, j'avais précisé, et Cathy également qui a demandé des renseignements. Je vous rappelle quand même que les annexes sont des documents importants et que les conseillers municipaux peuvent en prendre connaissance parce que ça concerne notre commune. Donc, il n'y a pas de débat, ou s'il y a des questions, on peut y répondre. Il n'y a pas de vote, comme Jean-François vous l'a dit. Pas de remarques. On passe au point d'après. Finances. Donc, je vais passer la parole à Joël. Bonsoir. Alors, la décision modificative concerne le parcours de vie qui avait été l'objet d'un don de la part de Madame et Monsieur Poyot à l'école Verrier. Il s'agit de corriger une erreur de 1 centime et une erreur d'affectation en recette en tant qu'opération réelle alors qu'il s'agissait d'une opération de don. Voilà. Il vous est demandé de vous prononcer sur la décision modificative présentée. Est-ce qu'il y a des remarques? D'accord. Ça, il faut dire qui est pour. Pas d'abstention, pas de contre, okay. C'est validé. Ensuite, on va aborder la demande de financement auprès du CD13. Alors, je vous rappelle que la commune a 2 partenaires privilégiés qui nous allouent des subventions. L'ex-CPA, qui sera désormais la métropole, et qui s'est engagé dans un plan pluriannuel de développement sur 7 ans pour une participation à hauteur de 7,8 millions. Et le CD13, avec lequel un contrat de développement a été signé pour une participation de 4,4 millions sur 4 ans. Alors, pour cet exercice, 3 fonds spécifiques sont sollicités auprès du CD13. Le fonds spécifique de travaux de proximité, qui est sollicité ici au titre des équipements sportifs. En premier lieu, la création d'un local de 100 m² qui est destiné au stockage du matériel et qui sera accessible à diverses associations. Et la rénovation de la surface de 5 cours de tennis. Le coût global de ces opérations est de 48 687 €, avec une subvention maximale de 70% du CD13 et donc une charge pour la commune de 14 600 €. Ensuite, l'installation des tribunes du stade, qui est un don de la CPA au départ de 100 places, puis suite au désistement de plusieurs communes, la commune de Rognes a obtenu 300 places.
La mise en œuvre de l'installation a nécessité des frais concernant une étude de sol, la mise en place d'un marché pour les fondations, l'acquisition de modules supplémentaires pour l'assemblage, et il faut inclure les frais de livraison et la mise en œuvre d'un contrôle de sécurité. Le coût global est estimé à 63 851 €, avec toujours une sollicitation optimale du CD13 de 70% et une charge pour la commune de 19 155 €. Dernière opération concernant les équipements sportifs, il s'agit de la rénovation des éclairages sportifs avec extension aux tribunes, et tout ceci dans une optique de réduction de la pollution lumineuse et de la consommation énergétique. Donc, outre l'extension de l'éclairage aux tribunes, il y a également une modification de l'éclairage du gymnase. Le coût global est de 68 911 €. Toujours le CD13 sollicité à hauteur de 70%, avec un reste à la charge de la commune de 18 273 €. Ensuite, un autre fonds qui est sollicité par la commune pour le fonctionnement de la crèche. C'est une aide que le CD13 octroie aux communes, et malgré la DSP, c'est toujours à la commune de faire cette demande en tant que propriétaire des locaux. Alors cette aide s'élève à 220 € par an et par enfant. Donc pour une capacité de 41 enfants, l'aide s'élève à 9 020 €. Et enfin, sollicitation de l'aide spécifique pour l'accessibilité. La commune s'est engagée dans un agenda d'accessibilité programmé et doit entreprendre des travaux de mise aux normes sur plusieurs bâtiments municipaux, la mairie, l'école Verrier, l'église, la salle des associations et le local de la fleuriste. Le montant global est de 138 216 € et une participation du CD13 de 50%, soit 69 108 €. Donc, il vous est demandé de vous prononcer sur les demandes de financement sus-présentées. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Menguet. Moi, je voudrais faire une remarque concernant l'éclairage du stade. On est quand même dans une commune un peu bizarre où le stade est éclairé, on le voit à des kilomètres. Par contre, le village, la nuit, est complètement éteint. Donc j'aimerais quand même que le village soit éclairé un minimum toute la nuit, et que tout l'argent qui est dépensé à éclairer un stade pour quelques personnes, la commune, les habitants de la commune qui ont le droit de se promener le soir ou la nuit dans la commune, soient au moins éclairés pour éviter les risques, les vols, et évidemment que les femmes puissent circuler la nuit dans le village. Les hommes aussi, hein, bien sûr. Bon, monsieur Menguet a fait un raccourci rapide parce qu'on ne parlait pas de ça dans les trois rapports qu'a proposé Joël. Bon, le stade, déjà, j'aimerais connaître précisément le nombre de personnes qui l'utilisent. Et je peux vous dire qu'on est régulièrement sollicité, et Christophe Azéma pourrait compléter les débats, par de nombreuses associations, y compris d'associations qui ne sont pas sur le village, comme l'année dernière, qu'on a accueilli les Lambesquais, parce qu'ils étaient en train de refaire le coup. Alors, ils ont des consignes pour éteindre le stade. À quelle heure, Christophe? À 9h30. Après. Voilà, 9h30. On peut s'apercevoir que quelquefois, il y a des oublis, mais d'une manière générale, ne me dites pas que le stade n'est pas utilisé. Si le principal du collège vous entendez, il ne serait pas content. Voilà. On a une belle outil de travail, non complet, vous l'avez vu, hein, pas de tribune, pas de vestiaire. Donc on s'attelle dans le mandat à récupérer le retard qui a été pris pour ce stade qui a coûté des fortunes et qui a imposé à la population de Rognes une hausse de près de 40% des impôts locaux. Ne l'oubliez pas. Ça, je me permets de vous le rappeler et de vous rappeler que nous avons baissé de 20%
c'est même un peu locaux quand nous sommes arrivés pour la gestion de la commune. Alors, ensuite, en ce qui concerne l'éclairage de nuit, ce matin j'ai reçu le nouveau brigadier de la gendarmerie de la Roque. Il m'a confirmé que les dégradations se faisaient, et les cambriolages se faisaient principalement dans la journée et à la tombée de la nuit. Je vous rappelle que l'éclairage est éteint de minuit 30 à 5h30 pour la période qui va de fin septembre à début mai environ, et qui ne déclenche pas dans nos administrés beaucoup de réclamations. Certains même nous félicitent de réduire la pollution lumineuse, Jean-François va être content, et également de faire une économie. Elle est ce qu'elle est, elle est de l'ordre de 10 000 €, on avait dit quand on avait mis en place. Aujourd'hui, voilà les deux réponses que je peux faire à ça. Donc, recentrons-nous maintenant sur les 3 projets que Joël vous a présentés. Y a-t-il d'autres observations? Oui, juste une chose. Concernant le gymnase, concernant le gymnase, je voudrais savoir que la grosse dépense, semble-t-il, c'est l'électricité, donc c'est 23 000 € de mémoire, je crois, quelque chose comme ça, par an. Est-ce qu'il est prévu de remplacer l'éclairage actuel par des LED, sachant qu'actuellement les LED sont extrêmement mis en cause à cause de la lumière bleue et des dangers que ça fait courir. Parlant des dangers, j'ajouterai juste un petit mot. On vient de découvrir que les terrains synthétiques, il y a un gros problème de santé publique qui va se poser. Ce sera quelque chose à prendre en compte. Hein, alors, je vais répondre à la deuxième partie de ta question. Après, je laisserai Christophe parler sur la première partie de ta question. La deuxième partie, j'ai reçu il y a 10 jours une lettre en mairie d'une personne exposée un article d'un journal, je ne me rappelle plus le nom exact, sur les risques des pelouses synthétiques. Ce qui est dommage, c'est que cette personne n'a pas signé, sinon je lui aurais déjà répondu. Donc si vous la connaissez, dites-lui qu'elle m'appelle pour que je puisse lui faire une réponse de courtoisie. D'accord? Alors, le débat, j'ai découvert que le débat existe depuis des années. J'ai découvert cette semaine que l'équipe de rugby de la France a joué sur un terrain synthétique, un sport qui s'y prête pas. Donc je pense que tous ces terrains-là ont été validés par les commissions de sécurité adéquates. Et moi, je m'engage personnellement, on n'en a pas parlé en équipe, où j'ai dû en parler à Christophe qui doit avoir le dossier. Si à un moment donné, il y a des risques, on mesurera les risques et on prendra des décisions. Je suis soulagé, c'est pas moi qui ai pris la décision de mettre du synthétique, je vous le rappelle. Alors, par contre, ce qui est un peu surprenant, c'est que on a eu des demandes au niveau des parents d'élèves qui nous demandaient du synthétique à l'école primaire. Là, il s'est arrivé la semaine dernière. Donc voilà, on n'a pas tranché encore. Hein. Et bon, c'est un débat, honnêtement Jean-François Cormon, c'est pas la même qui parle, j'avais pas trop vu de traces télévisuelles ou dans les journaux. J'ai découvert cet article il y a 15 jours, voilà, juste avant de partir au Congrès des maires. Donc la première partie de ta question, Christophe va y répondre. Alors, c'est sur le type d'éclairage. Jean-François. En fait, aujourd'hui, ceux qui pratiquent, qui utilisent le gymnase se plaignent de ces lumières, donc en particulier le badminton, etc., dans ceux qui lèvent la tête, et qui jouent sur des tournois à un certain niveau de compétition. Donc en fait, on a deux soucis. On a la qualité de la lumière, qui est visiblement éblouissante, et des défauts électriques, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement des blocs qui sont éteints. Et ces défauts viennent a priori d'une consommation variable de ces ampoules avec le temps. Donc on a pris la décision de remplacer ces ampoules effectivement par des LED. Donc l'action a été menée la semaine dernière. Manque de bol, le fournisseur s'est planté dans les puissances. Donc aujourd'hui on a remis les LED,
les ampoules précédentes, mais il y aura bien cette modification à la demande des associations utilisatrices. Voilà. Et Joël, vous l'avez dit dans le rapport, puisqu'on avait écrit, les éclairages du gymnase seront également changés pour des systèmes plus performants. Oui. Hein, voilà. Jean-François, tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste par rapport à une remarque pertinente de Jean-Paul sur la couleur des LED qui sont utilisées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, tout l'éclairage qui va au gymnase a été changé récemment avec des LED, et ce sont des LED de couleur chaude. Donc c'est justement pour éviter l'éblouissement, et notamment, donc, il y a un mauvais exemple sur la commune, c'est l'entrée de ville, qui a été faite sur la RD 543, là près de l'embranchement de Saint-Estève-Janson, où les LED sont de couleur bleue, et on voit vraiment la différence, et c'est quelque chose qui est très gênant au niveau de l'œil. Donc l'idée, c'est de systématiquement utiliser des couleurs chaudes pour les LED. C'est pour répondre à ta question, mais ce n'est pas l'éclairage qui consomme le plus au niveau du gymnase, c'est le chauffage. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler, sur l'isolation du bâtiment. C'est ça qui est le plus important. Pas sur le mode de chauffage? Pour l'instant, le mode de chauffage, on ne peut pas faire grand-chose. Mais ce qui est principal à faire, c'est de faire de l'isolation avant de changer le mode de chauffage. Ok, y a-t-il d'autres observations? Non. Il vous a demandé de vous prononcer. Alors, il vous est demandé de vous prononcer sur les demandes de financement sus-présentées. Qui est contre? Abstention? Bon, unanimité. Je vous remercie. Alors là, il s'agit d'une convention financière qui a été passée entre la commune et Famille Provence, enfin, qui doit être passée, concernant la création de 2 logements locatifs sociaux type 2 sur la parcelle dite Maurice. Suivant les termes de cette convention, la commune s'engage à verser au bailleur social une subvention de 100 000 € pour un bail amphithéotique de 65 ans. Le bailleur social est tenu de respecter les mesures de consolidation préconisées par le bureau d'études afin de stabiliser le fond du terrain et de finaliser les travaux 3 ans après leur démarrage. L'attribution de ces 2 logements reviendra à la commune. Le montant de cette subvention fera l'objet d'une déduction des pénalités dues par la commune du fait de la carence en logements sociaux. Alors pour mieux saisir l'opportunité de cette opération, je vous propose un bref historique qui va vous éclairer. C'est une parcelle qui a fait l'objet d'un arrêté de péril en 2007 suite à un éboulement de la paroi à laquelle elle est adossée, puis un deuxième éboulement en 2014. Les propriétaires n'étant pas en capacité financière d'assumer les frais de stabilisation, la commune en 2016 s'est portée acquéreur pour un montant de 82 000 € suite à une estimation des domaines. Pour cette acquisition, une subvention de 60% a été obtenue de la part du CD13, donc qui laisse un coût à la charge de la commune de 24 800 €. Un bureau d'études a estimé le coût des travaux de soutènement à 75 000 €. Ensuite, à une procédure d'appel à bailleurs sociaux restée infructueuse, une négociation s'est engagée avec Famille Provence après une intervention de M. Alain Reynaud. Je tiens à faire remarquer que l'initiative de cette opération est à mettre au crédit exclusif de notre DGS Christine Vitalis, qui, une fois encore, a manifesté à cette occasion son implication dans la préservation des intérêts de la commune. Cette solution est judicieuse à plus d'un titre, puisque les 100 000 € contribuent à augmenter notre parc de logements sociaux au lieu d'être prélevés par l'État pour carence, et donc un résultat stérile pour la commune. Elle nous évite également la charge financière de 75 000 € pour la réalisation d'un mur de soutènement. Voilà, le versement de cette subvention doit être fait d'ici la fin de l'année.
Stéphanie Provence, tu as possibilité. Oui, je l'ai dit au début. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? Oui, je suis assez gêné par l'amalgame que tu viens de faire entre cette possible remise sur les pénalités que supporterait la commune et la remise en état du fonds, enfin de la paroi, la sécurisation de la paroi. Oui. Et je remarque quand même que les pouvoirs publics dans l'affaire auront investi 180 000 euros, puisque 100 000 euros de subvention, plus 82 000 euros d'achat de la Mais parcelle. alors là, tu n'as pas suivi mon raisonnement. Non, mais attendez, je n'ai pas tout à fait terminé. Et après, on va quand même laisser ce bien pendant 65 ans à la disposition du bailleur. Pour rappel, pour la maison Arnaud, autant que je me souvienne, c'était 25 ans. On n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. 65 ans, je trouve que c'est déraisonnable. Et le solde finalement à la charge de la commune, il est quand même nettement moins élevé, puisque on l'a acheté 82 000 euros avec une subvention de 60%. Le compte... C'est que tu n'as pas été attentive à mon propos. Oui, toi, ce qui te gêne, c'est les 65 ans. Tu n'as pas été attentive à mon propos. Mon propos était de dire qu'il y avait les pouvoirs publics, c'est-à-dire conseil départemental et communes, qui ont mis 82 000 euros pour l'achat. D'accord. Au total, il y aura 182 000 euros d'argent public. Oui. Et ensuite, ce bien sera pendant 65 ans à la disposition du bailleur social. Ça me semble exagéré. Je pense que c'est exagéré. On peut répondre par ce qui se passe au niveau national politique. Les bailleurs sociaux, depuis que le président Macron a pris les pouvoirs, il a décidé de diminuer les dotations aux bailleurs sociaux. Donc, cette proposition, si on l'avait fait en 2007, quand il y a eu le problème, très certainement, la mairie de l'époque ne serait pas partie sur 65 ans. Parce qu'il faut qu'ils équilibrent le projet. On a eu d'autres cas, il y a la maison de Madame Leb qui est programmée, etc., etc. Là, on va récupérer 2 logements qui seront mis à la disposition de 2 familles de Rhône. Ça permettra pratiquement la continuité de la rue Neuve. Et comme je vous ai dit depuis le début, l'équipe pour y venir s'efforce d'investir plutôt que de payer des prélèvements à l'État. Ça restera, même si c'est 65 ans, ça restera un bien qui complétera la rue du village et un bien communal après, et on va résoudre 2 problèmes de famille. Voilà. J'ai bien compris ton raisonnement, néanmoins, j'estime que 182 000 euros plus la concession pendant 65 ans, tout cela pour construire 104 ou 105 mètres carrés, si mes souvenirs sont exacts, ça fait beaucoup, c'est exagéré. Si tu regardes tous les dossiers de logements sociaux, c'est pratiquement toujours comme ça. On avait fait faire des simulations sur la maison Panisi qu'on a retardé, parce qu'on a eu d'autres opportunités et d'autres priorités. Moi, si tu veux, la prochaine fois qu'on a une simulation pour des logements sociaux, on te montrera le plan de financement qu'ils ont. Les aides qu'ils avaient il y a 3 ou 4 ans du département, de l'État, de ci, de là, elles ont été fortement réduites aussi. C'est sûr que ça fait un coup pour la commune, mais je dis, je préfère investir dans la pierre plutôt que de payer cash, et ça nous permettra de ne pas payer les pénalités cette année. C'est un engagement que j'ai pris et je vais essayer de m'y tenir jusqu'à la fin du mandat, malgré la pression actuelle de tout le monde. Mais qu'est-ce que tu proposes, Jean-Paul? La question n'est pas là. Moi, je n'ai pas été du tout associé à la construction, au montage du dossier, par conséquent, je n'ai pas de proposition à faire. Je pense qu'il y aurait d'autres solutions, mais ce n'est pas le moment de les aborder. Ici, on est là pour un vote. Attends, je n'ai pas tout à fait terminé. Juste ton propos, c'est de dire qu'en payant ces 100 000 euros maintenant, ça nous évite l'amende qu'on aurait dû payer. Ce qui veut dire que cette année, on devrait avoir 100 000 euros d'amende. Non, c'était pour l'année prochaine. Non, je te confirme qu'en 2017, la commune de Rhône ne payera pas. Et en 2018, elle serait amenée. C'est pour 2018. Cette partie est pour 2018, Madame Vitalis peut donner le détail, donc il n'y aura pas de pénalité versée. Et le fait de ne pas verser de pénalité, ça nous donnera un peu plus de force si le gouvernement de M. Macron va au bout de son raisonnement,
de dire au Coron, au lieu d'avoir 40% de logements sociaux dans le cadre du contrat de mixité sociale, si tout va bien, compte tenu qu'on n'a pas un bassin d'emploi et qu'on est loin des centres d'emploi, on passerait à 25% de logements sociaux. Donc attendons sereinement cette mesure. J'ai vu le président de l'Union des maires cet après-midi à 15h à l'occasion d'une réunion entre les maires de la CPA, qui nous a confirmé qu'il a relancé le ministre en ce sens et que les décisions allaient parvenir au préfet sous peu. Alors sous peu, en politique, ça peut durer. Hein, voilà. Donc, je pense qu'on maintient notre engagement initial de créer des logements sociaux chaque fois que ça peut le faire, et également de ne pas payer des pénalités sèches. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres observations? Donc, on va passer au vote. Alors, il vous est demandé de vous prononcer sur la convention financière entre la commune et Famille-Provence et autoriser le maire à la signer. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Non. Alors, Monsieur Mengue et Monsieur Peng, c'est ça. Donc, Monsieur Mengue, Monsieur Peng, Eva, Jean-Paul, Roger et Jean-Maurice. Je vous remercie. Alors, on continue. Je fais juste une observation, vous ne pourrez pas nous dire qu'on ne doit pas faire de logements sociaux comme ça avait été dit en début de mandat. Tout dépend du prix. Voilà, c'est évident. Voilà. Mais je retiens et je le garderai jusqu'à la fin du mandat. On continue. Ressources humaines. Donc, comme chaque année, il y a une convention à signer d'adhésion au pôle santé, centre de gestion des Bouches-du-Rhône. Donc, c'est quelque chose qui est applicable à toutes les communes. Vous avez des participations forfaitaires ou financières qui sont demandées donc, par le centre de gestion à travers le pôle de santé. Donc, si vous n'avez pas d'observation, je vous propose d'approuver les termes de la convention d'adhésion et d'autoriser le maire à la signer. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas? Donc, on passe au vote. Pas de contre, pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Alors, ensuite, nous passons dans la rubrique travaux. Convention relative au déplacement souterrain des réseaux aériens de communication électronique, travaux de construction de la nouvelle STEP. Je passe la parole à Jean-François. Mais je crois que tu as tout dit. J'ai lu le titre, excusez-moi. Non, non, je ne pas. Donc, je ne sais pas si vous avez vu depuis ce matin, ils font des travaux à l'entrée de la station STEP. Tout le monde sait où c'est maintenant. Parce qu'en fait, vous avez une ligne téléphonique qui va gêner l'entrée des engins sur le chantier pour la construction de la station. Donc, il faut enterrer une partie de cette ligne. Et pour ça, on doit conventionner avec la société Orange, comme c'est indiqué dans la note de synthèse. Donc les travaux ont débuté ce matin et Orange, si jamais nous validons cette convention, fera l'enfouissement de la ligne téléphonique. Donc il vous est demandé d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser le cas échéant, Monsieur le maire, à la signer. Y a-t-il des observations? Jean-Paul. C'est un peu récurrent. Hein? C'est un peu récurrent. C'est pas grave. J'ai une question, j'ai deux questions à propos de cette STEP. D'une part, Mais là, on reste concentré sur le motif principal de l'ordre du jour. Merci. Merci. Néanmoins, mon questionnement demeure. L'enfouissement de la ligne téléphonique, il est juste sur la longueur du terrain où il est depuis l'ancienne STEP jusqu'à la nouvelle. Ah non, non, pas du tout. C'est juste, tu vois, je ne sais pas si tu as vu, les travaux ont démarré ce matin. Non, je ne pas passé. Tu vois là où l'assiette de l'emprise, oui. Donc c'est juste deux poteaux en fait. Pour accéder. Pour permettre le passage des camions. C'est juste ça. Il y a juste une interrogation quand même. Pourquoi les canalisations entre l'ancienne STEP et la nouvelle vont devoir passer sous la route alors qu'il aurait été peut-être possible de négocier une servitude dans les terrains agricoles qu'il y a soit à gauche, soit à droite de la route? Parce qu'il me semble refaire une moitié de chaussée sur environ 900 mètres, c'est beaucoup.
Je crois que c'est d'ordre de 850 000 €, quelque chose comme ça pour les travaux. C'est ce qui a été mis en œuvre. Pas du tout. Pas du tout. Donc là, on a suivi les recommandations du conseil départemental, bien entendu. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait. Et de mémoire, il y a une dizaine de sociétés qui ont répondu à l'appel d'offres. Nous avons choisi la société Gagnero, qui a fait une proposition par rapport à ce que l'appel d'offres demandait. Au global, c'est un projet qui revient vraiment pas grand-chose, enfin qui est pas très très cher, je trouve. Il fallait la faire, cette station, depuis qu'on a travaillé. C'est pas la question, on n'est pas là. Ok. Y a-t-il d'autres observations ou questions? Donc je vous propose donc d'approuver les termes de la convention et de m'autoriser à la signer. Contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Donc, Alain, c'est prêt? Une longue série pour Alain, l'urbanisme. Je te laisse la parole. Non, c'est bon, je sais. Alors le premier point, c'est l'autorisation du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme et de défrichement pour le projet de construction dans le cadre du stockage d'équipements sportifs en périphérie immédiate du stade. Donc, voilà, tu donneras les détails. Donc, comme tout projet déposé par la mairie, okay, il faut autoriser le maire à faire cette démarche. Hein, autrement, ça va pas. En ce qui concerne le projet proprement dit, je laisse Christophe vous exposer les tenants et aboutissants de cette dépend si quelqu'un veut des détails. Vous voyez où il est localisé, c'est au sud du stade. Il y avait une vague construction là, qui abritait le système de pompage, donc qui avait été fait un peu, on va dire, à la va-vite. Et donc plutôt que de faire un nouveau local pour stocker du matériel pour des associations sportives, puisqu'aujourd'hui on n'a aucun local pour se le faire. Donc on a proposé d'agrandir le local existant en le stabilisant sur... Voilà, donc si vous voulez des Monsieur Maillet veut intervenir? Quelle dimension il aura ce local définitivement là? En fait, il pourra accueillir au maximum des perches de saut. Donc il aura une dizaine de mètres de longueur. Voilà, ça va à peu près doubler, on va dire, la station de pompage actuelle. Y a-t-il d'autres observations ou interrogations? Donc je te laisse lire la délite, Alain, le vote. Alors, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à déposer toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme et de défrichement pour le projet de construction d'un local de stockage d'équipements sportifs en périphérie immédiate du stade, du complexe sportif des Garrigues et engager toutes les démarches nécessaires à cette concrétisation. Qui est contre? Personne? Abstention? Dégâts? Donc, unanimité. Je vous remercie. Bon, ce point-là est contre. Ok. C'est bon? 6.2. On passe à l'autre. Alors, approbation du projet d'air de mise en valeur de la VAP, en fait. Hein. Site patrimonial remarquable, ce sera sa nouvelle appellation dès qu'on aura voté la VAP. Hein. Ce sera immédiatement transféré en site patrimonial remarquable dans les dispositions transitoires. Bon, je ne vais pas vous refaire toute l'historique, vous êtes au courant, vous êtes tous au courant de la VAP, hein, cette transformation de la ZPPAU, de la zone de protection du patrimoine architectural en AVAP. L'étude initiale d'AVAP, sur le tableau, oui. L'étude initiale d'AVAP a été menée d'octobre 2012 à octobre 2013 par l'ancienne municipalité. D'accord? L'ancienne municipalité, elle n'a pas été jusqu'à donc elle est passée en CRPS, la Commission régionale du patrimoine et des sites, et elle a été en enquête publique, elle n'est pas passée en la VAP n'est pas passée en enquête publique. L'équipe René Avenir avait des réticences fortes sur le contenu de cette AVAP.
Donc quand on a été élu, on a demandé une étude complémentaire avec le même cabinet, qui est le cabinet Kietz. Et donc cette étude complémentaire a été menée jusqu'à l'arrêt de la VAP. L'arrêt de la VAP qui a eu lieu le 15 février 2017. Là, tous les points ont été exposés. Et depuis l'arrêt de la RAC, donc qu'est-ce qui s'est passé? Là, il s'est passé qu'en fait, on est repassé en CRPS parce que la modification était quand même assez substantielle. Donc le service de l'architecture nous a préféré qu'on repasse en commission régionale du patrimoine et des sites, ce qui a été fait, et on a eu une réponse favorable de cet organisme. On a lancé une enquête publique au mois du 12 juin au 13 juillet. On a eu quelques remarques, pas beaucoup, de nos administrés. Les PPA, les personnes publiques associées, ont aussi émis des avis tous pratiquement favorables, et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Alors vous savez que la VAP, en fait, elle se conclut par un courrier du préfet qui autorise ou pas à la mettre en service. On l'a même pas réalisé, exactement. Alors je vais simplement vous lire le courrier du préfet parce que c'est ça qui est important en fait dans notre VAP. Ensuite de ça, on l'approuvera et on fera les mesures publicité. Elle sera annexée au PLU comme servitude. D'accord ? Voilà. Donc le préfet des Bouches-du-Rhône nous a envoyé le 6 novembre 2007 un courrier qui dit: le parcours subventionné, vous avez sollicité mon accord pour le projet d'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine à VAP de votre commune, arrêté par délibération du conseil municipal dans sa séance du 15 février 2017, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le présent projet d'AVAP a pour objet de pérenniser les règles établies dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ZPPU, créé par arrêté préfectoral du 26 juillet 1999. Le 26 juillet 1999, on a mis en place la ZPPU, et d'actualiser le document notamment par une analyse environnementale et la prise en compte des objectifs de développement durable. Cette révision a permis d'identifier 3 zones urbaines, une zone naturelle et une zone de hameau adaptées aux enjeux architecturaux, patrimoniaux et paysagers de la commune. La loi relative à la liberté de création de l'architecture du patrimoine du 7 juillet 2016 prévoit que les AVAP au jour de leur création deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, servitudes d'utilité publique. Le projet a reçu un avis favorable de la CRPS le 21 février 2017. La consultation des personnes publiques associées PPA s'est déroulée de mai à juin 2017. Le projet a recueilli un avis favorable de l'ensemble des PPA lors de la réunion du 7 juin 2017. Il a été soumis à l'enquête publique du 12 juin au 13 juillet et a reçu un avis favorable du commissaire enquêteur le 19 juillet. Enfin, il a été approuvé par la commission locale de la VAP lors de sa réunion du 14 septembre 2017. Le projet a été étudié en parfaite concertation avec les partenaires concernés. La Chambre de culture a donné un avis favorable, la Chambre de commerce a donné un avis favorable sous réserve d'obtenir une augmentation des dimensions des enseignes, ce qui a été accordé. L'UDAP et le service de l'architecture de la DRAC qui ont suivi la procédure avec attention a mis un avis favorable. Le DTM a donné un avis sans observation dans le cadre de sa participation à la commission locale. Des modifications ont été apportées au règlement dans le cadre de l'enquête publique sans remettre en cause l'équilibre général du document. Au vu du rapport de présentation du règlement du plan de zonage et au vu de l'enquête préalable, le dossier d'AVAP, c'est ça, en fait, on a un plan de zonage, on a un règlement, bon, vous connaissez tout ça. Les modifications ont été apportées au règlement dans le cadre de l'enquête publique sans remettre en cause l'équilibre général du document. Au vu du rapport de présentation du règlement du plan de zonage et au vu de l'enquête publique réglementaire préalable, je donne mon accord à la création de l'aire valorisation de l'architecture du patrimoine de Rhône en application de l'article L642-3 du Code du patrimoine et de l'article 114 de la loi LCAP. Voilà, donc vous avez des questions? Ça c'est fait. Non? Pas de questions, pas d'observations. J'en profite pour remercier Alain, qui une fois de plus a tenu les délais avec l'équipe de Daniel Geneviève et bien entendu du cabinet qui nous a donné. Il a réussi à boucler donc avant le démarrage, le transfert des compétences à la métropole, donc bravo. Et il y a d'autres points où je ne vais pas dire bravo chaque fois, mais il a tenu les délais dans tous les points qu'il va évoquer à l'avenir. Donc tu lis la délibération parce qu'il faudrait la lire complètement. Il vous est demandé de approuver le projet de l'aire de mise en valeur architecturale et patrimoniale, site patrimoniaux remarquables sur le territoire communal destiné à se substituer à la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, tel qu'il a reçu l'accord de M. le préfet des Bouches-du-Rhône et tel qu'il est annexé à la délibération.
Dire que la VAP est annexée au plan local d'urbanisme en application de l'article L151-43 du Code de l'urbanisme. Dire que conformément aux articles D642-1 et D642-10 du Code du patrimoine, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention à caractère apparent dans un journal diffusé dans le département, ainsi qu'une publication au registre des actes administratifs. Informer que le dossier d'AVAP, diagnostic, rapport de présentation, règlement, éléments graphiques est tenu à la disposition du public en mairie de Rhône aux jours et aux horaires d'ouverture habituels. Préciser que la présente délibération sera exécutoire à compter de la date à laquelle aurait été effectuée la dernière des formalités ci-après, donc c'est ou la réception en préfecture de la délib d'approbation accompagnée du dossier d'AVAP ou l'accomplissement des mesures publicitaires, affichage en mairie et mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département. Donc, qui est contre? Abstention? Unanimité? Voilà. Ensuite, on continue. Alors, prescription de la révision allégée du plan local d'urbanisme. Donc, prescription de la révision allégée numéro 1. Non, sans doute pas 2. Alors, pourquoi vous savez qu'on est en modification, actuellement, modification numéro 1 du plan local d'urbanisme. Bon, ça suit toujours l'approbation d'un prévu, c'est pour modifier les coquilles qui traînent un peu partout. Et ça a été fait, cette modification a été faite pour aller vite. Et donc, elle est en cours d'enquête publique qui dure du 20 novembre au 21 décembre. Voilà, donc le commissaire enquêteur, vous avez vu les affiches de l'enquête publique, ainsi de suite. Donc ça, c'est la modification. Maintenant, pourquoi une prescription de la révision allégée? Parce qu'en fait, il y a un point de la révision allégée, je vais vous dire tout ça, mais qui est en fait l'extension de la zone d'activité. Et cette extension des zones d'activité, on passe une zone N à l'urbanisation. Ça ne peut pas se faire dans le cadre d'une modification. On passe en révision simplifiée parce qu'on a de toute façon, on n'attaque pas là le PADD. Le PADD reste n'est pas modifié. Donc on passe en révision allégée. Des points importants de la révision allégée, c'est qu'en fait on n'a pas toutes ces réunions PPA, on envoie juste l'arrêt de la révision PPA qui donne la réponse sous un mois. Donc c'est ça, c'est dans la mesure où cette révision ne porte pas atteinte aux orientations du projet d'aménagement et développement durable, il convient de prescrire une procédure de révision allégée. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc les objectifs poursuivis par la révision allégée. Alors le principal objectif poursuivi par cette révision allégée, c'est la réduction du milieu naturel au bénéfice de la zone 1 AU. Dite route de l'Ambesque et modification de l'orientation d'aménagement de la nation relative à cette zone artisanale. En effet, la commune souhaite réaliser une extension du périmètre de la zone d'activité afin de rectifier une erreur, ça c'est une coquille aussi, une erreur de zonage, et prendre en compte la totalité de la zone. Alors c'est une zone qui fait actuellement 7 hectares et des poussières, et la rectification sera sur, l'agrandissement sera sur 1,5 hectare ou quelque chose comme ça, j'ai 7,7, voilà. Donc, et elle comprend un terrain particulier et aussi un terrain communal. Donc c'est une cohérence, hein, donc ce que j'ai expliqué dans la réunion de la commission là-bas. On pourrait avoir un plan ou un... Alors, un plan. C'est la partie c'est chez toi. Un plan. Alors pour dire que du côté de la vision allégée, c'est ça. Du côté de votre équipe, M. Maguet, il n'y avait personne à la réunion de la commission urbaine. Et peu importe, je vous montre le plan, là, je vous le fais passer si vous voulez. Ça, c'est la zone 1AU. Alors la zone 1AU, c'est une zone d'urbanisation future. D'accord? Elle peut se débloquer quand on met les résidents. C'est le principe, hein, c'est la commune qui débloque, on ne peut pas faire ce qu'on veut là-bas. Donc là, vous voyez ici, donc, il y a les municipaux qui sont là, vous voyez à peu près où on est. Bon, de l'autre côté, il y a les carrières. Donc là, la zone d'origine, c'est ça là. Alors ce qu'on fait, nous, on augmente cette zone en prenant les terrains ici d'un particulier, plus notre zone ici communale. Le terrain appartient. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Sur le plan de zonage, on va enlever cette ligne et on va passer tout ça en 1 AU. Voilà. Le problème, c'est qu'on est obligé de passer par une révision allégée, puisqu'on met une ouverture à l'urbanisation. Ça ne peut pas se faire par une modification. Par une modification. Est-ce que c'est sur le site de la commune? On le met après la délibération.
pour répondre à M. Menguet. Est-ce qu'il peut le voir sur le site de la Il commune? le verra demain. Voilà, donc, et demain, vous aurez les plans sur le site de la commune. Demain ou après-demain, on a fait la délit. Enfin, bon, il faut se dire, voilà. Donc vous pourrez regarder tranquillement. Donc voilà, donc réduction d'une zone naturelle au bénéfice d'une zone 1AU. Alors il faut dire que dans cet objectif poursuivi par la révision, alors pourquoi on fait aussi une révision? C'est parce qu'on a cette épée de Damoclès de la métropole au 1er janvier 2018. Donc si on ne démarre pas actuellement une révision, on ne pourra plus la démarrer ensuite. On est tributaire de la métropole, donc autant démarrer la révision tout de suite. Bon, effectivement, la métropole va la suivre, mais va la suivre selon notre rythme. Et pas selon son rythme à elle, qui est en fait une grosse inconnue. Je ne sais même pas s'il y a un rythme d'ailleurs chez eux. Donc, alors, moi j'ai adjoint, enfin on a adjoint à cette réduction du zone naturelle quelques autres objets, qui est par exemple la suppression, ajout, modification de certains emplacements réservés. Parce qu'on s'est encore aperçu qu'il y a des emplacements réservés, par exemple au Movar, il y a un emplacement réservé sur la route des Movars, puis d'un seul coup il s'interrompt. Donc ça c'est pas normal, c'est une coquille aussi. Donc chaque fois on essaye de rectifier. On a aussi par exemple, on va mettre un emplacement réservé sur l'accès au stade, par le chemin de... Rappelle-moi le nom. De Garrigues. Hein. Donc ce chemin, il est privé, il est sur des parcelles privées en ce moment. Donc autant le rectifier. Alors voilà, donc il y a quelques emplacements réservés, mais on pourra en discuter ensemble parce que c'est pas figé tout ça. C'est tellement pas figé qu'on est en discussion constante avec les administrations actuellement pour voir la faisabilité de ces choses. Hein. Mais bon, pour la réduction de la zone naturelle au bénéfice pour l'agrandissement, c'est calé, on est compatible avec le SCOT, donc j'ai eu les assurances, le SCOT c'est le schéma de cohérence territoriale, on est compatible avec le SCOT, donc il n'y a pas de souci, ça se fera, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ensuite, modification de certains emplacements réservés, ça passe comme dans du beurre, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, on a ajustement du règlement. Alors, qu'est-ce que c'est l'ajustement du règlement? Jean-Paul Louvel le sait. On a un petit souci sur les carrières, les carrières qui sont en activité. Il y a des trous là-bas dessous. Hein. Et en fait, le pôle risque de la DDTM nous a imposé une carte, déjà qui était le porté à connaissance, hein, le PAC. Donc on a repris la carte complète que la DDTM nous a envoyée. Par contre, effectivement, sur cette partie, sur cette assiette, il y a 4 maisons. Donc 4 maisons. Donc il y en a 2 qui ne posent pas de problème, elles ont atteint 200 mètres carrés, c'est pas un souci. Par contre, il y en a 2, les gens voudraient faire des annexes, piscines, ainsi de suite, et c'est complètement interdit dans cette zone carrière. Bon, on va essayer de faire comme pour le GIP, c'est-à-dire toujours d'interdire les constructions, les constructions neuves. La construction neuve, c'est classé, ça. Mais on essaye d'autoriser les annexes. Donc, je ne sais pas encore, on est encore en discussion avec la DDTM, M. Terramonsi, du pôle risque, hein, qualité, fondement. Je ne sais pas si on va tomber d'accord là-dessus, si ça va être possible ou pas. On verra. Voilà. Et ensuite, on a, donc j'ai mis la modification de l'annexe de mixité sociale. Pourquoi? Parce que, alors, il faudrait modifier d'ailleurs dans la délib, modification de l'annexe de mixité sociale du PLU. Vous savez qu'à la fin du règlement du PLU, vous avez une partie qui est une page qui est annexe de mixité sociale. C'est là qu'on met 40% dedans sur certains aménagements. Il semblerait que, bon, comme l'a dit le maire, on risque, à la fin, normalement c'est prévu à fin d'année, hein, 2017, cette affaire-là, on devrait être exclu du dispositif SRU, pour des raisons de communication. Bon, j'espère, alors ça c'est sous condition, si on est exclu du dispositif SRU, je veux ramener de la proportion de logements sociaux à des chiffres raisonnables. Oui, et je confirme, j'ai rencontré le sous-préfet, M. Boutron, qui m'a dit que si on était concerné, on ferait une modification du contrat que nous avons signé. Ah, ça c'est autre chose, oui. Ça c'est deux choses, l'annexe de mixité et puis le contrat de mixité sociale. Comme ça, on figure 40% sur pratiquement tous les trucs, on pourra passer à 27 si c'est 27, voilà. Ensuite, quelque chose d'important aussi, c'est en fait on passe dans une procédure de concertation aussi, dans une révision allégée, ce qui n'est pas le cas dans la modif. Donc, procédure de modalité de concertation, donc afin de définir les modalités de la concertation, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur les modalités suivantes. Donc, publication d'un avis d'ouverture de la phase de concertation, dès la phase de concertation, pardon,
dès l'appropriation de la présente délibération sur le site internet de la ville, dans un journal officiel diffusé en appartement et un affichage en ligne. Bon, on va le faire demain après-demain. Mise à disposition au service urbain d'un registre et d'une adresse électronique qui est urbanis@orange.fr. Électronique sur le site internet de la ville, destiné à recueillir toutes les observations du public. Et ça, c'est très important. C'est mise à disposition au service urbaniste sur le site internet de la ville d'un dossier des études en cours, complété au fur et à mesure de l'évolution de ces études jusqu'à ce que le conseil municipal tire le bilan de la concertation. Parce qu'on a un bilan de la concertation qui va être tiré au moment où on va faire l'arrêt de la révision simplifiée. Le bilan de cette concertation sera tiré arrêtant le projet de révision du PLU. Ensuite, donc, vous avez toute la série, vu les ordonnances, ainsi de suite, considérant qu'il est nécessaire de procéder à quelques adaptations du PLU. En termes de délai, c'est difficile de dire aujourd'hui. C'est très difficile parce qu'en fait, j'ai pas encore le cabinet d'Urba et je l'aurai sans doute avant la fin de l'année, de façon à passer en métropole avec une délib de révision plus le cabinet. Ensuite, on en sera tributaire, effectivement, des calendriers de la métropole, de réunion, machin, bref. On verra comment ça se passe. Donc, il vous est demandé de bien... Alors, qui a des questions? Monsieur Menguet. Moi, je reviens sur le début. Je ne comprends pas pourquoi on augmente encore la zone qui est prévue d'aménagement, zone artisanale. Aujourd'hui, il n'y a personne sur cette zone artisanale et on va détruire une zone naturelle pour en faire un bout de zone artisanale. Laissez-moi parler. Donc aujourd'hui, je ne vois pas trop l'intérêt de détruire une zone naturelle alors que la zone artisanale aujourd'hui n'est pas occupée. Donc j'aimerais connaître l'intérêt caché là-dedans, parce que je ne vois pas l'intérêt d'étendre cette zone. Allez, va vous répondre et je compléterai. Monsieur Menguet, moi je ne cache rien du tout. Au contraire, j'essaye d'être le plus transparent possible. Bon, cette zone, c'est une coquille de départ, il faut bien voir ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à l'arrêt du PLU, nous on avait demandé à ce que la zone soit complète, parce que c'est une homogénéité quand même cette zone. Il faut voir qu'à côté, il y a des maisons, là il n'y a plus rien, il n'y a rien du tout. Donc quand on regarde la topographie et l'implantation des bâtiments, on s'aperçoit qu'il y a un ensemble cohérent là-dedans. Aussi compter la partie du privé, qui n'a pas été pris en compte, et la partie communale. On a une zone communale. Donc il nous avait semblé, au moment de l'arrêt du PLU, et c'est ce qui avait été demandé au cabinet d'Urba, d'inclure la zone telle que vous l'avez vue, complète là. Bon. Le cabinet d'Urba, pour je ne sais pas quelle raison, peu importe. Hein. Donc ça n'a pas été mentionné comme ça au PLU arrêté. Au PLU arrêté, on avait cette disposition. Et je n'ai pas pu rectifier, on n'a pas pu rectifier le zonage avant l'approbation parce qu'on aurait eu une incertitude juridique très forte. C'est-à-dire quand un PLU arrêté et un PLU approuvé, il ne peut pas avoir des modifications qui impactent l'économie générale du plan. Et ça impactait l'économie générale du plan. Donc on a prévu de reporter ça à une modification, une révision ultérieure, allégée ultérieure. Et ça provient d'une coquille de départ du PLU. Mais ça n'explique pas toujours pas pourquoi on doit étendre cette zone. Aujourd'hui, même s'il y a eu la coquille, aujourd'hui, il n'y a personne sur cette zone. S'il n'y a rien sur la zone, c'est une zone naturelle qu'on va affecter à une partie théoriquement artisanale, mais il n'y a aucun intérêt aujourd'hui. Donc dans les 2 ans qui viennent, on verra dans 10 ans si la zone est trop petite, mais pour l'instant, je ne vois pas pourquoi vous elle est suffisante. dites il n'y a aucun intérêt comme ça unilatéralement. Et on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'intérêt, on peut quand même... On verra à ce moment-là, actuellement, on ne peut pas l'utiliser la zone, effectivement, on ne peut pas l'utiliser, il n'y a pas les réseaux, il n'y a rien du tout. Donc on a un bâtiment, ma foi, dedans il y avait un carrier, il est parti, point barre. Mais je pense qu'on peut quand même, Rouen peut quand même se doter d'un minimum d'une zone artisanale qui en fait compte, englobe déjà la déchetterie, englobe déjà nos bâtiments communaux de services techniques. Donc il ne reste pas grand-chose, mais on peut au moins, parce qu'un PLU c'est quand même pour une durée de 10 à 15 ans, on ne va pas faire des PLU, alors bon, après il y a la métropole, bon, c'est autre chose, mais je pense quand même qu'un minimum d'une zone artisanale qui est déjà impactée fortement de 9 hectares, c'est quand même une bonne avance pour l'avenir.
Maintenant que vous ne soyez pas d'accord... Aujourd'hui, il n'y a personne sur cette zone, donc Alors, on verra quand elle sera pleine. Je vais compléter la Non, mais elle ne réponse. sera jamais pleine si on l'a dit, s'il n'y en a pas. Je vais compléter la réponse d'Alain sur 2 points. Déjà, je suis surpris que le chef d'entreprise installé sur la zone de la Roque, qui a bénéficié à un moment donné, et vous avez bien fait, M. Menguet, parce que la qualité de votre entreprise est reconnue. Mais vous avez pu trouver à un moment donné, à proximité, non pas d'Aix, Vitrolles, Marignane, une zone dans un petit village. D'accord? Et tant mieux pour vous, tant mieux. Actuellement, je vous renvoie sur la commune de Saint-Estève-Janson qui crée une zone aussi. Nous, on a dit aujourd'hui, on n'en a pas sur le village. Il y a eu des tentatives dans les années 90, 95, il y a eu des tentatives. Ça s'est pas fait. C'est dommage que ce ne soit pas été fait à ce moment-là, pour la raison suivante, écoutez bien. La recette de la commune concernant l'ancienne taxe professionnelle rapporte royalement à la commune de Rognes 56 000 €. Alors que des communes à proximité ont des enveloppes entre, ont des enveloppes 500, 700, 800, vous regardez la Roque, Saint-Canard, on ne veut pas aller à l'échelle de ces villages-là. Mais pour l'avenir de la commune, nous sommes à 20 km d'Aix-en-Provence. Si on peut créer un peu d'emploi sur la commune, personne ne va nous le reprocher compte tenu du taux de chômage d'aujourd'hui. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, je vous rassure, parce que c'est la métropole qui va prendre le relais sur ça. D'accord? Vous voyez Saint-Estève-Janson, ils ont acheté je ne sais pas combien de temps les terrains, ils démarrent à peine la zone, Alain va profiter d'une visite, c'est quand c'est ces jours-ci. L'idée, en fait, c'est que la métropole, comme elle a fait pour, bon, c'était la CPA, pour Lambesque, Saint-Canard, ainsi de suite, commence à gérer cette zone, parce que on n'a pas les possibilités pour le faire, ça. Mais si on ne prévoit pas de zone, on n'aura jamais rien. Mais c'est pour ça que je dis, si ça avait été fait il y a 20 ans en arrière, on aurait des recettes peut-être de 500 000 €, qui nous feraient du bien aujourd'hui, parce que nos recettes principales, je vous les rappelle, taxe d'habitation environ 1 million, taxe foncière environ 1,2 million, le non bâti est transparent, ça nous permet de payer les charges personnelles, je vous l'ai dit chaque fois. Mais on n'a pas de boni, donc la taxe d'habitation, vous l'avez entendu, va être, le président va mettre en place son plan sur 3 ans. Il a quand même annoncé au Congrès des maires que c'est pas normal que les 20% restants payent, donc il s'est engagé pour que d'ici la fin de son mandat, il revoie les dotations qu'il faudrait à toutes les communes. Il y aura peut-être plus de taxes d'habitation, il y aura peut-être plus de reversements sur la taxe foncière, il y aura un ensemble de choses. Il a nommé un secrétaire d'État pour ce domaine-là, il a pris des engagements avec les maires. Si ces engagements sont tenus, on ne réfléchira plus à une taxe professionnelle, parce que même cette zone, ça ne nous rapportera rien à nous, hein. Ça ira dans la métropole, hein, toutes les recettes à venir, hein, parce que ça a été figé, je ne sais plus en quelle année elle est. Hein. Donc moi je dis, on ouvre une possibilité sur le village à des petits artisans de s'installer. Je pense à des conditions de prix pas très importantes. On a préféré choisir des petits locaux. Hein. Le terrain dont Alain vous a parlé, il y a déjà des gens qui devraient l'utiliser assez rapidement, d'après les informations que nous avons, quand ce sera validé. Moi je dis, après, les maires à venir décideront de ce qu'ils feront de ce terrain. Mais nous, on aura au moins une création de zones d'activité. Voilà. On n'est pas pressé à la minute pour la faire, parce qu'on n'a aucun intérêt financier à la faire. On peut récupérer quelques jeunes qui veulent monter une affaire d'artisanat, de petits commerces, etc. Donc moi je dis, on en a réfléchi dans l'équipe, on a décidé de faire ça, et on y va, quoi, hein, et on le propose à la commune de Rhône, et j'espère que beaucoup de Rhôniens en profiteront. Voilà. Moi, je voudrais juste vous dire, je suis chef d'entreprise, je suis sur la commune de La Roque-d'Enterron, effectivement, je vois comment vit une zone artisanale sur La Roque-d'Enterron, puisque je suis aussi impliqué là-dedans. Par contre, ça ne sert à rien de faire des zones artisanales immenses. Le problème, c'est déjà de mettre des gens dedans. Si vous avez une zone comme à La Roque,
où effectivement il y a un bâtiment qui est vide, qui est à moitié vide, tous les deux bâtiments, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, démarrons déjà avec le projet existant, coquille ou pas coquille, n'allons pas abattre les arbres d'à côté, n'allons pas détruire ce qui fait aussi la qualité de Rognes, c'est-à-dire l'environnement, et puis démarrons cette zone tranquillement, et comme vous l'avez dit, dans les 10 ans qui viennent, quand elle sera pleine, on aura le temps déjà. Je pense qu'il faut prévoir l'avenir. Deuxièmement, ce n'est pas une zone sur laquelle il y a beaucoup de chênes et de pins. Hein. Il y a toute la zone qui est plate, l'ancien parking, la prolongation. Les risques de feu sont très importants, il y a des demandes de débroussaillage. Donc à un moment donné, on ne va pas impacter sur une grande longueur de la route de Saint-Canaan. Pour moi, c'est vraiment transparent. Je suis allé au chemin du bois ce matin parce que j'ai eu une réclamation d'un administré. Il y a d'autres choses à faire que là-bas en termes de risque de forêt. Donc là, il y a deux pierres deux coups, quoi, hein. Mais je vous dis, on n'est pas pressé. Pas plus tard, il y a pas plus tard qu'il y a un mois, il y a une entreprise de Rognes qui était au Salon des maires, qui y va chaque année, qui m'a demandé si j'avais un terrain pour installer son entreprise. Il est dans la pépinière de Pertuis. Et on n'a pas de possibilité de proposer des terrains. Je l'ai orienté sur la zone de Saint-Estève-Janson. Donc, ce jeune qui habite au Rognes, si j'avais pu avoir des possibilités, eh bien, peut-être il serait venu s'installer sur Rognes. Voilà. Et vous savez que pour les installations d'entreprise, la CPA et la métropole donneront un coup de main, ainsi que d'autres organismes. Hein. Bon, le débat, vous êtes en droit de partager, d'avoir cette opinion. Nous, on fait un pari sur l'avenir. Hein. Voilà. Alors il faut aussi, enfin je vous prendrai la parole si vous voulez, M. Maguel, mais on s'aperçoit au fil des années que ça devient de plus en plus difficile de faire quoi que ce soit dans ce pays. La législation est très très contraignante, donc je pense que tout ce qu'on va pouvoir passer maintenant, il faut le passer parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait au niveau de la métropole. Bon, ça c'est mon sentiment, je vois ces évolutions tous les jours. Dans cette révision et allégée, effectivement, on va avoir une enquête environnementale, ça c'est pratiquement sûr. Je vais demander au cas par cas, mais je pense qu'on va se diriger vers une évaluation environnementale, justement, dans le cadre de cette transformation de la zone N en zone 1A1. Ça c'est pratiquement sûr. Je n'ai pas appelé la réal, mais on ne va pas y couper. Donc avant, on n'avait pas tout ça. Bon, bref. Donc moi, et effectivement, c'est difficile. Pour que les gens puissent s'installer, il faut que la zone soit créée. Si elle n'est pas créée, on ne peut pas s'installer. Bon, donc c'est l'offre qui a, voilà, la foule qui a fait l'offre. Voilà. Donc moi, je vous propose un petit... Y a-t-il d'autres observations ou questions? Et on va passer au vote. Vas-y, Alain. Juste, je me demande si par rapport au SCOT, qu'on avait voté, si on pouvait faire une zone artisanale, je ne suis pas contre le fait, mais... Donc j'ai interrogé là-dessus donc la CPA, donc M. Lerda, qui est le chef de pôle là-bas, hein. Donc j'ai une réponse écrite, bien entendu, donc il n'y a pas d'incompatibilité sur l'extension de cette zone artisanale avec le SCOT. Donc, a priori, donc ça va démarrer après on envoie ça à la métropole donc pour action. C'est bon, là? Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc il vous est demandé de bien vouloir prescrire la révision allégée du PLU conformément aux dispositions de l'article L153.32 du Code de l'urbanisme, de fixer les objectifs ci-dessus exposés, de définir les modalités de concertation suivantes. Donc, publication d'un avis d'ouverture de la phase de concertation dès l'approbation de la présente délibération sur le site internet de la ville, dans un journal local diffusé dans le département et affichage en mairie. Mise à disposition de services urbains en mairie d'un registre de menaces électroniques sur le site internet de la ville destiné à recueillir toutes les observations du public. Mise à disposition du service urbanisme sur le site internet de la ville d'un dossier des études en cours complété, alors ça c'est important, au fur et à mesure de l'évolution de ces études jusqu'à ce que le conseil municipal tire le bilan de la concertation et approuve le dossier définitif du projet. Cette concertation se déroulera pendant toute la durée de la révision allégée du PLU. À l'issue de cette concertation, monsieur le maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU. Donner autorisation au maire pour signer tout contrat avenant aux conventions de prestations ou de services concernant la révision allégée du PLU. Solliciter de l'État pour les dépenses liées à la révision allégée du PLU une dotation conformément à l'article L132-15 du Code de l'urbanisme.
Les dépenses exposées par la commune seront inscrites en section d'investissement du budget considéré conformément à l'article L132-16 du Code de l'urbanisme. La délibération sera notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l'urbanisme en application de l'article L153-11 du même code. Conformément aux articles R153-20 et 21 du Code de l'urbanisme, la délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionnés à l'article R 2121-10 du Code général des collectivités territoriales. Une copie de la délib sera adressée au préfet du département du Bouches-du-Rhône. Qui est contre? Donc, Monsieur Menguet, Monsieur Payne. Ah, Monsieur Payne. Ok. Abstention? Ok, c'est enregistré. Bon, allez, bravo pour la présentation de tous ces points, mais il t'en reste encore à trois. Ah, on continue. Je sais qu'ils te font moins de plaisir. Ils te font moins de plaisir. Et il faut absolument passer la délibération. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant avec la métropole? Donc, à partir du 1er janvier 2018, qu'est-ce que fait la métropole? Elle reprend tout l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. Écoutez, c'est important. C'est la RAP, c'est le PLU, c'est la DPU de reprendre sur urbain, c'est les CUP, les plans urbains partenariaux, le règlement de publicité. Voilà. Donc, il nous reste rien. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est de passer un maximum de choses avant le 1er janvier 2018, au moins de l'engager, hein, de façon à ce qu'on puisse, nous, continuer et pas être tributaire de la métropole, parce que si quelque chose après le 1er janvier 2018, c'est un PUI, c'est une AVAP, je ne sais pas comment elle va se faire, donc peu importe. Alors, donc on va mettre en place des délibérations, hein, pour autoriser la métropole à continuer les procédures qui sont patentes. Là. Voilà. Alors, on en a trois. On en a une pour l'AVAP, on en a une pour la MONIF, d'accord, et on en a une pour la révision allégée. Alors, donc, la première, c'est pour l'AVAP. Alors, poursuite de la procédure relative à l'aire de mise en valeur architecturale et patrimoine, site patrimonial remarquable. Ainsi, à compter du 1er janvier, je vous passe le reste, hein, ainsi à compter du 1er janvier 2018, la métropole Marseille-Provence sera substituée de plein droit à la commune dans la poursuite de cette procédure relative à l'AVAP, dans tous les actes de délibération pour exercer cette compétence. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Observation, question? Non? On passe au vote. Okay, donc il vous est demandé de dire que la métropole Aix-Marseille-Provence sera substituée de plein droit à la commune dans la poursuite de cette procédure relative à la VAP et dans tous ses actes et délibérations pour l'exercice de cette compétence, conformément aux articles L 5217-5 et L 5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales. Qui est contre? Juste une question, si on n'est pas d'accord, de toute façon, on n'a pas trouvé. Vous pouvez exprimer votre désaccord en le motivant. Je ne suis pas d'accord. D'accord. On nous demande de voter. Voilà, on nous demande de voter sur des choses de toute façon. Non, mais vous pouvez dire non. Hein, vous pouvez dire non. Alain a fait l'effort de vous permettre aux conseillers municipaux de Rhogne de lancer des procédures importantes qui complètent tout le travail qui a été fait depuis 3 ans. Et de garder la main et de démarrer avant. Vous savez, quand la métropole a commencé, il y avait des communes qui n'avaient pas encore validé leur PLU. Je ne vous dis pas dans l'état qu'ils sont aujourd'hui, hein, parce que c'est plus eux qui vont gérer tous les à côté qu'Alain vous montre là. Donc, une fois de plus, j'en profite pour féliciter tout le travail qui a été fait par le service en question, appuyé bien entendu par Mme Vitalis pour toutes les délibérations et donc maintenant, chacun vote pour qui veut. Alors, qui est contre? Abstention? À l'unanimité, je vous remercie. Ok, merci. Alors, la deuxième, c'est quoi? C'est la modif, voilà. Poursuite de la procédure de modification du numéro 1 du plan local d'urbanisme par la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, c'est la même chose. Hein. Il vous est demandé de donner, alors vous avez lu, alors voilà, il vous est demandé de donner un accord à la poursuite et à l'achèvement par la métropole Aix-Marseille-Provence, parce qu'en fait, pour la modification numéro 1, on va terminer l'enquête publique le 21 décembre. Le commissaire enquêteur, bon, j'espère qu'il va nous mettre, il doit nous faire un courrier de synthèse dans les 8 jours. Et j'espère qu'on répondra à son courrier de synthèse de façon à n'avoir plus que l'approbation de la modif à faire sous métropole. À une date que je ne maîtrise pas. Tu la choisiras.
Et vous êtes, donc, l'ANELIPS, il vous est demandé de donner un accord à la poursuite et à l'achèvement par la métropole Aix-Marseille-Provence de la procédure de modification. Il faudra ajouter numéro 1 du plan local d'urbanisme engagé par la commune par arrêté du 22/09/2017 à la suite du transfert à la métropole Aix-Marseille-Provence de la compétence de la commune en matière de plan local d'urbanisme et documents tenant lieu le 1er janvier 2018. Qui est contre? Abstention? Voilà, merci. Et la dernière, poursuite de la procédure de révision sous la forme allégée du plan local d'urbanisme par la métropole. Donc même punition, même motif. Il vous est demandé de donner un accord à la poursuite et l'achèvement par la métropole Aix-Marseille-Provence de la procédure de révision sous la forme allégée du plan local d'urbanisme engagé par la commune par délibération du 29 novembre 2017 à la suite du transfert à la métropole Aix-Marseille-Provence de la compétence de la commune en matière de plan local d'urbanisme et documents en tenant lieu au 1er janvier 2018. Qui est contre? Abstention? Ok. Merci beaucoup. Bon, je te remercie. Donc, on arrive. Vas-y. Je me permets de faire une petite intervention à l'attention de Jean-Paul concernant la convention financière. Madame Vitalis m'a précisé effectivement que lors de la publication de l'appel aux bailleurs, la première qui restait infructueuse, il y avait bien 25 ans de bail. Mais désormais, les bailleurs sociaux ne font plus rien à la même chose, à cause des mesures dont vous a parlé Jean-François. Voilà. Merci pour la précision. Donc on va passer à l'information des décisions. Donc la 2017-59 relative à la convention de mise à disposition de la salle du Parc des Garrigues et l'association AFS Vivre sans frontières. La 60 relative au contrat d'entretien de l'élévateur de l'école élémentaire Robert Verrier. La 61 relative au 4e avenant au marché des travaux concernant l'expansion et la réhabilitation de l'école maternelle. La 62 relative à la convention de mise à disposition de la salle des associations à l'association Comité français pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. La 63 relative à la convention de mise à disposition du terrain synthétique et des locaux annexes du complexe sportif des Garrigues à l'association Collège Football Club. Collègue Football Club. La 64 relative à la mise à disposition de la salle des assos à l'association Société de chasse communale de Rognes. La 65 relative à l'avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire représenté par la mutuelle nationale territoriale. La 66 relative à la mise à disposition de la salle des associations à l'association des diabétiques d'Aix, Pays de Provence. La 67 relative à la mise à disposition de la salle des associations et de la maison des jeunes à l'association ASA Aix-en-Provence. La 68 relative à la convention de mise à disposition de la piste d'athlétisme à l'élan Nambesquin, dont là aussi ils sont nombreux. La 69 relative à la mise à disposition de la salle du dojo à l'AUC Taekwondo, puisqu'il y a une section de Taekwondo pour les jeunes qui s'est inscrite cette année. Nouvel assaut, géré par une vice-championne olympique, Madame Baverel, pour ceux qui suivent cette activité. La 70 relative à l'offre présentée par la société Arpège concernant la migration de la solution logicielle Concerto Mobilité permettant de pointer les présences des enfants participant à la restauration scolaire vers Concerto Mobilité au plus. La 71 relative à une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du marché relatif au nettoyage des locaux communaux. La 72 relative à la convention présentée par la société Neria pour l'organisation et le suivi des contre-visites médicales. La 73 relative à la convention de mise à disposition de la salle des associations à l'association Pilate & Co, c'est une nouvelle association également. La 74 relative à la convention de mise à disposition de la salle du Parc des Garrigues à l'association Apprenti à 4L, c'est un jeune de Rome qui va faire le rallye dans le désert marocain, des 4L. Décision 75 relative à l'offre présentée par la société imprimerie SPI pour l'impression du magazine municipal et des divers supports de communication.
La 76 relative à la convention de mise à disposition de la salle du dojo de gymnase et de la salle située à l'étage du gymnase à l'association Les Ateliers Bleu Kaki. Nouvelle association aussi. Hein, Christophe? Ok. Dans la 77 relative à la convention de mise à disposition de la salle située à l'étage du gymnase à l'association Pilate. La 78 relative à l'offre présentée par la société ADS Design pour la location de décors lumineux pour les fêtes de fin d'année. Nous allons commencer donc la décoration avec la mise en place du sapin, je crois, aujourd'hui. Et progressivement, donc, vous allez découvrir le nouveau projet qu'on va vous proposer. Le 79 relatif à la modification du contrat proposé par le Bureau Veritas portant sur un complément de mission de coordination, sécurité, protection de la santé d'une durée d'1 mois dans le cadre du projet de l'extension de l'école maternelle. Voilà. Donc, avant de passer aux 3 questions, j'avais 4 informations à vous donner parce que je vous répète, les questions ne font pas l'objet de débat. Bon, sur les news, donc, je vous ai parlé tout à l'heure du projet du gouvernement concernant la refonte globale d'ici de la fin du mandat, la confirmation que 320 communes auront un contrat avec l'État pour diminuer leurs dépenses de fonctionnement de 13 milliards d'euros. Pour l'Association des maires de France, c'est un contrat léonais. C'est le vice-président de l'Association des maires de France, M. Léniel, qui s'en est expliqué. Et tout ceci fait que depuis 2 ou 3 ans, depuis les baisses de dotation, il y a une baisse de 30% de l'investissement public. Ensuite, en ce qui concerne la métropole, comme dit Alain, c'est chaud et il nous reste très peu de délai. Donc il y aura 1, voire 2 conseils d'ici le 31 décembre encore. Nous avons reçu hier soir à 18h49, on n'a pas pu l'intégrer aujourd'hui, les conventions de mise à disposition dans le cadre des transferts de compétences que la commune va donner à la métropole. Donc il y a 5 ou 6 conventions dans lesquelles il n'y a pas de chiffre particulier, mais c'est le moyen pour la métropole. Ils ont trouvé que ce moyen pour pouvoir continuer ce qui est en place, et notamment la paye des employés. Donc la commune avancera, et après il y aura une rétrocession faite par la métropole. Donc ça c'est obligatoire, il faudra qu'on le fasse d'ici à la fin de l'année. Je voulais vous préciser que nous avons entrepris la réflexion de 2 chemins ces jours-ci. Le chemin du Verdon, c'est ça Jean-François? Oui. Et le chemin de Ponsoro, je ne sais pas s'ils l'ont attaqué aujourd'hui, ça va arriver. Hein. Et ensuite, pour ceux qui ne le savent pas, donc, la région a un nouveau préfet qui vient de la région Nouvelle-Aquitaine et qui s'appelle Pierre Dartout. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant aux questions. Alors, il y a 3 questions. 2 qui sont arrivées en même temps et une 3e un peu plus tard. Si je suis galant, je donne la parole à Eva pour la première question. Merci. Voilà, merci. Monsieur le maire, voilà presque une année maintenant que toute la population ressent le malaise et le mal-être qui existent au sein de notre police municipale. Certes, nous n'avons pas prêté cas aux plus folles rumeurs qui ont circulé, mais après avoir constaté l'absence de 3 puis de 2 policiers, notamment durant la période estivale, à notre demande, Jean-Paul et Cathy vous ont rencontré, vous ont donné rendez-vous, afin d'obtenir des explications que les Héroniens étaient en droit d'attendre sur cette question. Cet entretien ne fut pas concluant, et vous nous avez vaguement indiqué que le problème serait réglé entre le mois d'août et le mois de septembre, sans pour autant nous informer sur la nature du ou des problèmes qui étaient soulevés. Il n'y a eu aucune réunion du conseil municipal depuis cet été. Nous vous demandons aujourd'hui de nous apporter toute la lumière nécessaire à cette problématique et grave pour notre communauté. Alors je vais commencer par une phrase que je n'ai pas inventée. La vie n'est pas un long fleuve tranquille en ce qui concerne le service de la police municipale sur Rognes depuis de nombreuses années. Je vous rappelle que nous avons toujours en instance un dossier qui a 20 ans d'âge. Et celui de
Non, mais je ne cite pas de nom. Je ne cite pas de nom, mais tout le monde est au courant. Ce dossier n'est toujours pas réglé et chaque année, on abonde pour les frais de procédure alors qu'il aurait dû être réglé dans les 3 ans qui le suivent. Deuxième période d'incertitude sur la police municipale. Lors de notre dernière élection, il y a eu une hémorragie. Les policiers qui étaient là, il y en a 2 qui sont partis immédiatement. On s'est retrouvé avec un seul policier présent. Il y a un recrutement qui a été fait à la dernière minute par l'ancien maire de notre nouveau chef de police. Effectivement, donc, cette année 2017 a été marquée par un 3e épisode concernant ce problème de police municipale. Mais les faits sont précis. Nous avons demandé des subventions et nous avons eu un souci, une fin de non-recevoir du conseil départemental pour percevoir une subvention à cause de la nature des achats. De ce fait, on a perdu une subvention d'ailleurs, et Madame Vitalis, en tant que DGS, est venue me voir en me disant je suis, dans le cadre de ma fonction, tenu de mentionner les faits. Ce qu'elle a fait, elle a préparé un dossier pour le procureur de la République. Après avoir pris conseil auprès de l'avocat de la commune, j'ai décidé, en tant que maire, de lancer une enquête administrative interne, dont la première phase est terminée. J'ai reçu le rapport le 23 novembre, donc je n'ai pas pu traiter en septembre comme tu as dit, mais le 23 novembre, j'ai reçu le rapport de la première phase, et le rapport sera complété pour la deuxième phase lors du retour du responsable de la police municipale, actuellement en maladie. Parallèlement à ceci, le procureur a saisi donc, la gendarmerie pour des auditions des personnes concernées, pour lesquelles je n'ai pas de recours. Ça m'a été confirmé ce matin par notre nouveau major de la Roque d'Enterron. Donc, eux vont remonter de leur côté la procédure demandée par le procureur, et moi je vais aviser le procureur que la première partie de l'enquête administrative est terminée. Voilà ce que j'avais à apporter comme réponse aux interrogations. On peut passer à la deuxième question. Alors si on respecte l'ordre, c'est d'arriver, c'est Jean-Paul maintenant. Alors, monsieur le maire, monsieur Jacquipin m'a fait part de la requête présentée par la commune de Rognes concernant sa propriété. Il apparaît que monsieur Massala, expert mandaté, sollicite une allocation provisionnelle de 4 842 €. Une provision de 4 000 € doit être versée par la commune à cet expert et il faudra bien sûr y ajouter un complément d'honoraires. À cette somme, il faudra ajouter les frais d'avocat et c'est donc plus de 10 000 € que la commune devra débourser pour cette requête en ces moments de restriction budgétaire. Pouvez-vous, monsieur le maire, nous dire le montant des retours que la commune peut espérer de cette requête? Pouvez-vous également nous dire le nombre des autres procédures et requêtes en cours à ce jour et le montant des frais et allocations provisionnelles engagés par la commune? Merci. Alors, une phrase d'introduction. Je suis surpris que ce soit toi qui remonte une préoccupation de l'ancien maire. Je ferme la parenthèse. C'est mon commentaire. No comment. Donc, la requête a été faite pour vérifier la légalité des permis que l'ancien maire a obtenus. Il y a beaucoup de rumeurs dans le village en ce sens. La commune, pour répondre à ta question, espère et souhaite que la loi soit respectée en matière d'urbanisme et nous attendrons les décisions de la justice, que je vous communiquerai quand je les aurai. En ce qui concerne les autres procédures et requêtes en cours, je vais vous donner les chiffres de l'année 2016. Vous les retrouvez dans les budgets, hein, donc vous pouvez les retrouver, hein, vous pouvez remonter depuis 2000 si vous voulez. Donc moi je me suis concentré sur 2016, c'est la ligne 6227, frais d'actes contentieux, où on retrouve pratiquement tout. Hein. Donc en 2016, la commune
sur le compte administratif, présenter une ligne de 40 000 €. Je vous passe les centimes. À l'intérieur de ces 40 000 €, tout ce qui touche à l'urbanisme et aux décisions de justice de l'urbanisme représente 21 700 €. Ensuite, nous avons, pour le dossier qui n'est pas réglé depuis 20 ans, une dépense de frais, d'actes, de tout ce que tu veux, de 9 100 €, 20 ans après, payé en 2016. Et le troisième point, c'est les recours organisés principalement par l'association Trait d'Union, qui représente 4 400 €. Après, il y a un peu des divers, hein, je ne suis pas rentré dans le détail. 2017, nous sommes à ce jour à 44 500 €, soit 4 500 € de plus que l'année dernière. Le même personnel nous coûte encore en 2017 3 200 €, et je vous rassure, c'est pas fini. Hein. L'association Trait d'Union nous coûte 3 200 €. Et l'ensemble des dossiers urbanisme cette année sont à 18 200 €, dont un seul dossier que la commune a perdu contre un administré, je ne citerai pas son nom, qui a coûté 8 400 €. Dans toute la partie urbaine, j'ai oublié de vous préciser qu'il y a toutes les demandes de conseil qu'on fait auprès de notaires pour voir si on a bien respecté les délibérations, les permis de construire, etc. Il y a du conseil et des litiges. Hein. Ensuite, pour répondre principalement aux deux questions que tu as posées, la requête contre l'ancien maire, à ce jour, nous a coûté 624 € plus 5 700 €, soit 6 300 € sur l'exercice 2017, et fait partie des 44 500 €. Hein. Et en ce qui concerne la police municipale, nous avons aujourd'hui des honoraires pour 4 700 €. Je pense que j'ai été précis dans les questions que tu m'as posées. On peut passer à la troisième question. La troisième question a été posée par Roger Crampe. Monsieur le maire, dans la fenêtre du Foussa de septembre 2017, Madame Cathy Callot et Monsieur Jean-Paul Lenouvel vous ont interrogé sur un dysfonctionnement au sein de la police municipale. Vous leur avez très vaguement répondu « on va vérifier, on ne sait pas, on aura des réponses en août, en septembre ». Il y a des mails qui circulent. Or, à ce jour, un signalement a été effectué auprès du procureur, signé par Madame Vitalis et 5 adjoints, Madame Orofino, Madame Lanas, Monsieur Reynaud, Monsieur Azema et Monsieur Verrier. En tant qu'officier de police judiciaire, pourquoi ne l'avez-vous pas signé? Alors, déjà, je veux rectifier quelque chose qui est faux dans le texte. Il y a eu un signalement qui a bien été effectué auprès du procureur par Madame Vitalis. Je l'ai exposé les raisons dans la question précédente. Hein. Madame Vitalis, dans le cadre de sa fonction, a relevé des dysfonctionnements au sein de la police municipale. Ensuite, ça n'a pas été conjoint avec les adjoints. Il y a eu 5 adjoints qui ont adressé un courrier au procureur pour lui demander de donner, je reprends les textes, une suite légale que cette affaire impose. Et moi, en tant que maire, j'ai pris attache auprès de notre avocat conseil qui m'a conseillé de faire une enquête administrative interne qui est en cours. Donc je n'ai pas saisi personnellement le procureur. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une belle fin d'année. Il y a des manifestations qui vous attendent, et notamment pour les enfants. On renouvelle le cirque. Hein, c'est le samedi, c'est quand Christophe, le samedi 9, hein, et il y a d'autres manifestations, MJC et compagnie. Et je vous souhaite à bientôt, je vous dis, parce qu'il y aura voire 2 concerts.